Donc avant de débattre, on a déjà commencé le sujet, je le disais, de l'enjeu du portage politique dans le rapport entre État et collectivités territoriales, et puis des moyens, et on a déjà largement commencé à déflorer le sujet, entre autres sur la question par exemple des moyens financiers. Deux présentations introductives. Voilà. Voilà, donc Corinne est de service à nouveau. Passionnée par ça. Voilà, on n'a pas le droit de s'endormir. Donc deux présentations courtes, bien sûr, car je pense qu'on ne doit pas trop pouvoir dépasser l'horaire de 13h pour ensuite aller déjeuner. Je ne sais pas quelle marge on aura. Voilà, deux présentations introductives. Non, donc, voilà, par Corinne Langlois, éventuellement maintenant, ou Pessac, Julie. Si on peut passer Pessac. Voilà. Voilà. Donc, juste pour introduire, je vais essayer par l'exemple de la cité Frugès de Pessac, donc, qui est un ensemble à la fois architectural et urbain construit par Le Corbusier pour l'industriel Frugès en 1923, de vous montrer comment finalement certains acteurs et la manière dont ils peuvent utiliser les outils de gestion patrimoniale peuvent influer finalement sur le projet patrimonial. Donc, c'est intéressant la cité Frugès parce que c'est à la base vraiment un projet social. Alors, c'est un projet architectural, mais c'est aussi un projet social, puisque l'industriel Frugès commande à Le Corbusier des maisons en accession à la propriété pour les ouvriers de sa sucrerie et une partie de son personnel. Donc le projet est élaboré en 1923 dans un contexte qui est quasi rural. Hein. Vous voyez à gauche l'état du territoire autour de la cité à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, la ville a finalement enveloppé la cité Frugès et le modèle dominant, c'est l'habitat pavillonnaire qui vient envelopper finalement cet ensemble d'habitats individuels qu'a construit Le Corbusier. Alors, le modèle d'habitat est un modèle innovant pour l'époque et c'est un modèle innovant notamment par le niveau de confort et par la conception même de ces unités d'habitation. Donc maisons individuelles pour certaines groupées avec un petit jardin qui entoure la maison. Dans la maquette initiale, on voit que c'était des jardins plutôt productifs de type potager. Donc il y a différents modèles de maisons qui ont été construits. La contrainte forte en fait pour certaines, notamment pour je ne sais pas comment, ça c'est le pointeur, oui, pour celle-ci, c'est qu'en fait vous avez 75 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc c'est des surfaces relativement petites pour les modes de vie d'aujourd'hui. Le projet n'a pas été mené à son terme, mais par contre, les accédants de l'époque ont transmis les biens de génération en génération. Et puis, même si ce ne sont pas forcément des ouvriers qui ont acheté l'ensemble des maisons, c'est quand même globalement des ménages assez modestes qui sont rendus acquéreurs de ces maisons-là, sans intérêt particulier pour le caractère architectural et exceptionnel de cet ensemble. Et petit à petit, de génération en génération, l'habitat a évolué, ce qui est assez normal finalement, s'est étendu, s'est adapté au mode de vie, a été entretenu plus ou moins. Alors moi j'aime beaucoup cette image-là, là, où on voit bien que l'appropriation de la forme architecturale par les accidents n'a pas été complètement comprise et que finalement on a essayé de transformer ces maisons en se servant de références un petit peu plus classiques et banales. Et alors, on a même certaines maisons quand même, donc là vous avez des doubles logements, un logement et un logement, qui ont été quasiment abandonnés et qui sont fortement dégradés. Donc ça, c'est l'état en 1975 en gros. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une maison qui est en vente et qui est celle-ci, voilà. Donc c'est pas la plus terrible au niveau habitation, qui est achetée par quelqu'un qui est d'une autre catégorie socio-professionnelle et qui est intéressé par l'œuvre architecturale et qui va la restaurer
comme en sachant très bien que c'est une maison de Corbusier, et qui va finalement lui redonner l'aspect que pouvait avoir la maison au moment où l'opération a été livrée. Et cette personne, par sa connaissance aussi et son réseau relationnel et sa connaissance des outils, va finalement commencer à faire un travail presque de lobbying pour mettre en place un certain nombre d'outils de protection. Alors, ce qui était quand même largement pas évident du tout, vu le niveau d'acceptation locale de cet ensemble-là à l'époque. Donc ça commence par le truc le plus soft, site inscrit en 1976. Site inscrit, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, le dispositif patrimonial met sous surveillance, en fait, cet ensemble. Et cet ensemble couvre, décidément je suis fâchée, en fait, l'ensemble des maisons qui ont été construites. Deuxième étape, il obtient la protection au titre des monuments historiques de sa maison. Donc là, on passe à un niveau de contrainte institutionnelle un petit peu plus forte, puisque vous savez que quand on est en covisibilité d'un monument historique, on a une conformité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui s'impose aux décisions administratives. Et cette politique de protection, elle finit par concerner un certain nombre de maisons de la cité Frugès, et ça va avec finalement un changement progressif de la structure de la population, c'est-à-dire au fait que des catégories socio-professionnelles un peu supérieures, un peu intellectuelles, finalement vont s'intéresser à ce patrimoine-là et vont finalement l'acheter comme tel, le rénover comme tel. Alors qu'à côté, le reste de la population, finalement, reste occupante de sa maison, avec ses extensions des fois un petit peu bizarres, et subit dans le jeu de pression les contraintes imposées par la stratégie des autres acteurs. Donc ça, c'est assez intéressant à observer. Autre étape, on passe de monuments historiques isolés à une ZPPAUP alors, qui permet finalement de travailler sur l'ensemble de la cité, de s'intéresser à ces espaces publics, même si la ZPPAUP n'a pas vraiment vocation à s'occuper de ça, mais enfin, elle s'en occupe quand même et c'est plutôt une bonne chose. Et puis, elle va couvrir finalement, la ZPPAUP, l'intégralité du territoire du projet initial. Et là, on va commencer à s'intéresser à l'opération globale et à la manière de retrouver, en fait, les volumes initiaux pour chacune des maisons, avec quand même des contraintes quasiment de démolition d'extension, de démolition de transformation et de contraintes assez fortes sur la manière de faire évoluer le volume habitable initial. Puisque vous avez dans la ZPPAUP ce que vous avez le droit de faire quand vous voulez transformer une partie du haut-vent, par exemple du rez-de-chaussée, en pièces fermées, vous avez en gros ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et de là, on passe à une proposition d'inscription au titre du patrimoine mondial dans un bien en série qui est l'œuvre de Le Corbusier. Donc là, on passe encore à une autre dimension de reconnaissance avec l'équivalent d'un centre d'interprétation, puisqu'une des maisons a été achetée par la mairie, qui est là, donc qui est ouverte au public, et on ouvre ce lieu à vocation sociale initiale au public, avec pédagogie, et on le place clairement dans le projet de transmission patrimoniale architecturale. Et donc, on a un petit peu perdu au passage la vocation sociale. Alors, ça, c'est l'état des maisons. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, l'authenticité des maisons, il est quand même assez relatif. Il y a beaucoup de transformations. Alors voilà, quand c'est racheté par les nouveaux propriétaires, donc qui sont très fortement porteurs en fait de ce projet patrimonial qui est autour de l'œuvre architecturale et pas de sa vocation sociale, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a des remises en couleur suivant le plan d'origine, on a des espaces extérieurs très soignés, on a un retour
aux clôtures d'origine, on a vraiment une adhésion complète au projet patrimonial. On est quand même assez loin de ce que je vous montrais dans les premières images qui coexistent aujourd'hui dans le même espace. Et finalement, à un moment donné, quand même, on se dit ah ouais, mais quand même, c'est normalement au début, c'était quand même de l'habitat social, cet ensemble-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toujours vaillant dans ces cas-là, on appelle le bailleur social. Voilà, il arrive, il achète quelques maisons. Donc ici, là, c'est des doubles, et là, vous en avez une autre. Donc, il achète en fait quasiment 3 modèles de maisons, et il se fait la restauration qui va bien conformément au cahier des charges, finalement, de remise en état architectural, avec quand même un constat, quand on s'entretient avec le bailleur, qui est un peu mitigé. D'une part, parce que c'est des opérations qui leur coûtent assez cher, donc on peut se dire, finalement, est-ce que c'est la vocation vraiment d'un bailleur social de faire ça? Moi, je ne sais pas. Et puis aussi, avec presque des difficultés de mise en location, ce qui paraît assez curieux, mais ce n'est pas un habitat qui, dans le parc social, est de manière évidente attractif. Et on voit, c'est assez drôle, hein, donc celle-ci en fait partie, finalement les occupants, ils n'adhèrent pas au projet. C'est-à-dire qu'ils ont été chez Bricorama le week-end, ils se sont achetés le truc là qui va bien pour protéger leur intimité, et ils l'ont remis sur la maison bien restaurée comme il faut. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. Donc, en tout cas, parce que bon, c'est pas grave en plus. Mais je trouve que ça pose bien la question de la manière dont un outil peut en même temps et le réseau d'influence des acteurs peut influer sur un projet patrimonial. On aurait pu prendre totalement différemment la question de la cité Frugès en partant de oui, c'est une expérimentation sociale. Et comment on fait sur un ensemble bâti de logements pour continuer à être dans l'expérimentation sociale à vocation, pour un public à très faible revenu. Donc, on voit bien un peu la manière dont on peut instrumentaliser tout ça. Merci Corinne. Ouais. Donc, il y a une deuxième présentation par Julie Troff-Poulard, qui nous a amené à Lyon, et sur l'articulation de cette problématique justement de l'habitat et du patrimoine au travers du PLU. Pardon, je vous ai enlevé la télécommande. C'est pas grave, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant de la métropole de Lyon, qui est composée de 59 communes et qui est en cours de révision de son plan local d'urbanisme intercommunal, qui va devenir également un PLUH. Parmi ses ambitions, la métropole de Lyon a affiché une volonté politique forte d'inscrire la qualité comme étant une orientation à part entière du projet d'urbanisme, en s'appuyant sur 2 volets complémentaires, d'une part le développement et d'autre part la qualité. La démarche, donc patrimoine, identité et qualité, répond à un objectif d'aller plus loin que le premier PLU qui avait été initié en 2005 et qui initiait en fait déjà cette démarche, mais dans un contexte d'urgence, en ciblant surtout la démarche patrimoine et qualité sur des ensembles patrimoniaux qui nécessitaient un encadrement en raison d'une forte mutation, une forte pression foncière, et principalement dans le secteur de la ville-centre de Lyon. Aujourd'hui, la métropole élargit donc son ambition patrimoniale en se fixant pour objectif de mieux révéler et valoriser les qualités, donc sur un territoire beaucoup plus large puisqu'elle s'étend sur toutes les communes périphériques, et puis également en s'attachant à révéler ce qui n'est pas pris en compte par les protections nationales, à savoir un patrimoine ordinaire au sens de non exceptionnel. On est bien sur un patrimoine plus commun, attaché au quotidien, et qui témoigne de l'histoire d'un territoire, de son développement, mais aussi de ses transformations. Je vais voir si j'ai bien compris le fonctionnement. Non. Voilà, merci. Donc pour faire ce travail-là, nous avons mené une analyse qui s'attachait à une posture qui nous est plutôt propre et qui s'attache en fait à la notion de valeur, qui est devenue le fil conducteur, le fil rouge de la démarche. Les valeurs, en fait, en tant que garantes d'un héritage, nous ont permis de fédérer les acteurs autour d'un projet commun pour leur territoire. Alors, on peut dire que la richesse et la variété de l'histoire de l'agglomération lyonnaise s'incarnent au travers d'éléments, donc matériels, immatériels, bâtis et paysagers, remarquables ou ordinaires, c'est un peu classique sur tous les territoires,
Mais en tout cas, ça a permis de réunir toute cette agglomération autour de grands thèmes phares, comme par exemple l'agriculture, la botanique et l'horticulture, puisqu'on a des grandes familles de rosieristes qui ont marqué l'histoire de l'agglomération lyonnaise, avec les familles de Meillan et Charlier, par exemple, ou encore toute l'aventure industrielle, notamment autour de la soierie lyonnaise, l'aventure textile, et puis également les transports, avec les usines Marius Berlier, aujourd'hui Renault Trucks. On peut signaler quand même que c'est parfois difficile de révéler ces valeurs, tant elles s'incarnent de diverses façons et à plusieurs échelles dans le territoire. Si on prend par exemple la valeur industrielle, on remarque qu'elle trouve son ancrage en fait de différentes façons. Ça va être dans les tissus, que ce soit des tissus de faubourg, des tissus industriels. Ça va être également dans des ensembles de cités ouvrières, des ensembles d'immeubles d'habitat bon marché. C'est également au travers de bâtiments, des bâtiments de type usine ou alors des maisons patronales, ou encore dans des choses plus immatérielles, avec le nom des rues par exemple. On a la rue de la Verrerie, la rue de la Filature qui peuvent témoigner d'un ancien usage. C'est également la mémoire ouvrière qui est fortement ancrée dans un territoire. Donc on voit bien comment ces valeurs s'incarnent de façon très différente, et puis elles s'incarnent aussi différemment selon les territoires et à différentes échelles du processus. Pour la valeur industrielle, on peut parler d'un processus qui va de la fleur à l'usine. Je m'explique. Sur le territoire de la ville-centre de Lyon, la valeur industrielle, elle est plutôt incarnée par les immeubles ouvriers, les immeubles canuts, et par la présence d'ateliers. Alors que dans l'ouest de l'agglomération lyonnaise, on va plutôt avoir une activité portée sur l'horticulture, la fleur, la rose étant en fait le modèle de dessin industriel qui va servir du coup aux tapisseries notamment et aux modèles de tissus. Et puis on va également avoir l'implantation de nombreuses maisons patronales, le territoire en fait étant fortement propice à l'implantation de maisons de villégiature. Et dans l'Est lyonnais, on va avoir plutôt une activité portée sur l'agriculture et la présence de mûriers pour l'élevage du ver à soie, donc vraiment la matière première. Et puis également le développement de cités, de complexes industriels avec l'implantation d'usines ou de cités ouvrières en lien à la proximité en eau et à une géographie assez plate. Donc on voit comment des territoires intercommunaux peuvent être réunis autour d'une même aventure qui est fondée sur des valeurs diversifiées mais qui font socle commun. Et il importe de les révéler et de les transmettre comme étant un héritage à prendre en compte dans la construction de la ville. Alors pour pouvoir mener ce processus, ce travail, on a eu plusieurs temps. Le premier étant, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'établir un état des lieux de la physionomie de l'agglomération lyonnaise pour avoir une connaissance globale. Donc on a essayé d'identifier toutes les typologies des tissus urbains, mais également paysagers, en fonction de leur nature, qui sont déterminés par plusieurs critères, que ce soit l'homogénéité, la compacité, la fonction, les formes urbaines. Et on a ainsi pu déterminer cette grande famille de tissus urbains et paysagers, qui elle-même se décline en plusieurs sous-catégories, qui elle-même inclut plusieurs typologies. Ça nous donne une quarantaine de catégories différentes qui recouvrent en fait tout le territoire. Ce premier porté à connaissance a en fait plusieurs intérêts. Le premier, ça a été d'appréhender la métropole dans sa globalité, en tissant des liens entre les territoires, mais aussi en déterminant des spécificités propres à certains territoires. Ça a également permis de mettre en évidence la diversité des tissus et des formes urbaines comme étant une des caractéristiques essentielles à l'agglomération et qui résulte de l'évolution historique. Et de façon plus concrète, plus pragmatique, ça nous a permis aussi, dans le cadre du PLUH, de pouvoir faire évoluer et préciser les zonages. Par exemple, on a déterminé un zonage de faubourg qui n'existait pas jusqu'alors, alors même que le faubourg a une identité très particulière et donc des enjeux très particuliers, très spécifiques, et qu'on ne peut pas traiter à une zone de faubourg comme on traite une autre zone de centralité. Ça nous a permis aussi de localiser des secteurs au potentiel patrimonial à aller expertiser un petit peu plus finement. Donc à partir de cette première analyse typomorphologique générale, l'objectif a pu être d'approfondir et de mettre en évidence ce qui fait la qualité sur les territoires. Autrement dit, de révéler la structure patrimoniale qui devient support du projet. Donc on a pu identifier des ensembles bâtis et porteurs de qualité. On les a argumentés, évidemment, et puis on a pu aussi les hiérarchiser de deux façons. Dans un premier temps, selon leur niveau d'intérêt,
et dans un autre temps, en fonction de leur degré d'évolution possible face aux dynamiques d'aménagement. Ce qui nous donne du coup des classifications où on ira plutôt vers de la protection, plutôt vers de la reconversion, réinterprétation, ou au contraire vers une transformation, voire disparition de ces secteurs. On a pu identifier de manière assez logique aussi des objets plus ponctuels, porteurs de qualité aussi d'identité pour les territoires et qui sont de diverses natures. Donc on a des choses très différentes, des immeubles, des maisons de maître, mais des fermes également, des croix de chemin, des lavoirs, des murs, enfin voilà un petit peu tout ce qui recouvre l'identité des territoires. Toujours en dépassant la vision exceptionnelle du bâti et en essayant de révéler des éléments qui ont une valeur identitaire, voire un caractère représentatif à l'échelle locale. Évidemment, c'est toujours relatif au contexte aussi. Ce qui a un intérêt à un endroit ne l'a pas forcément à un autre, étant en fonction de la quantité, de la qualité également, ou alors de l'histoire du territoire, voire de la valeur aussi sociale. Donc ces éléments-là, plutôt bâtis et paysagers, ont aussi été croisés avec d'autres éléments relatifs à, dans un premier temps, aux espaces naturels, dans la grande échelle avec le rapport à la trame verte et à la trame bleue, et puis également dans la petite échelle avec l'importance des espaces végétalisés en cœur de ville. On a aussi croisé avec des éléments de paysage urbain ou de mémoire. Et tous ces éléments-là ont pu être cartographiés et en fait mis en projet pour réaliser ce qu'on a appelé une cartographie des qualités. La spécificité, peut-être l'atout, vient après dans la préparation du projet où en fait on a amorcé le projet à partir des qualités observées sur le territoire. Et ça a plusieurs atouts. En fait, ça permet dans un premier temps d'identifier des secteurs à préserver et à transmettre assez logiquement, mais ça met aussi en lumière des zones de tension. Donc en fait, en croisant les espaces de qualité avec les lieux de dynamique de développement, donc les lieux de projet et d'intensité urbaine, on va pouvoir déterminer des lieux privilégiés pour le développement, mais aussi des zones de friction, des zones de tension. Donc c'est souvent en fait des ensembles patrimoniaux qui sont fortement mutables ou densifiables en raison de la proximité des transports en commun, par exemple, ou encore du renforcement des centralités. L'intérêt ici, c'est d'en fait pouvoir se poser la question quand on est dans ces secteurs-là, d'avoir un choix politique qui va devoir être effectué prioritairement pour pouvoir arbitrer sur le devenir de ces secteurs-là. Donc on voit comment le regard croisé joue pleinement un rôle d'aide à la décision. Ça va permettre aussi de construire un projet urbain en intégrant l'esprit des lieux pour chacun des secteurs, et puis évidemment d'aider à l'instruction du droit des sols. Autrement dit, donc s'appuyer sur les qualités, ça permet de penser à la fois une densification modulée, adaptée aux contextes urbains et architecturaux, mais aussi respectueuse de notre héritage. La dernière étape de cette mise en projet, ça va être la traduction réglementaire. La mise en œuvre d'outils réglementaires spécifiques qui a pour objectif de protéger et encadrer des éléments identitaires, donc de sauvegarder des éléments porteurs de qualité. Et quand je dis sauvegarder, j'entends bien garder sauf, garder vivant. On l'a déjà expliqué tout à l'heure, sans usage, le patrimoine n'a pas vraiment d'intérêt et je pense qu'on partage tous cette notion-là. Donc de pouvoir le garder vivant et de pouvoir préserver des identités et des ambiances propres à certains quartiers, de valoriser du coup et d'affirmer la diversité des paysages urbains pour pouvoir lutter contre la banalisation et le nivellement des territoires qui tend à se répandre. Ça a également comme intérêt, on a pensé ces outils réglementaires comme étant des outils de vigilance pour accompagner le développement. Ce sont vraiment des outils de discussion et de négociation pour encourager la qualité et accompagner l'évolution de la ville. On a par exemple un outil qu'on appelle périmètre d'intérêt patrimonial qui concerne des ensembles bâtis et paysagers, où l'intérêt est plutôt dans la préservation de l'esprit des lieux, en travaillant sur un développement respectueux et harmonieux, plutôt qu'en muséifiant la zone. Donc pour cela, on va pouvoir identifier des caractéristiques, qu'elles soient urbaines, paysagères, morphologiques, architecturales, qu'on va décrire et sur lesquelles on va s'appuyer en fait pour pouvoir encadrer l'évolution, plutôt en réinterprétant ou en s'appuyant sur ces éléments-là qu'en sauvegardant tous les bâtiments. On est bien sur une notion d'ensemble aussi.
Voilà, donc en conclusion, parce que je sais que le temps est compté, donc là aujourd'hui on est dans la dernière ligne droite de cette révision du PLUH, avant une approbation prévue pour la fin d'année 2017. Et donc on voit comment cette démarche qui a été initiée il y a déjà quelques années a pu alimenter le projet tout au long du processus et à toutes les échelles. Donc que ce soit dans la philosophie générale du PLUH avec l'alimentation du rapport de présentation qui aujourd'hui a vraiment des parties dédiées à la philosophie de cette démarche, mais également dans le projet de territoire avec le projet d'aménagement et de développement durable qui intègre ces cartes des tissus, cartes des qualités, qu'on a pu voir tout à l'heure, et également dans les documents réglementaires, donc à la fois dans le règlement, puisqu'on a pu s'appuyer sur ces travaux pour travailler plus finement les règlements de zone, mais également dans les plans de zonage avec les différents outils, que ce soit donc le périmètre d'intérêt patrimonial, l'élément bâti à préserver, un travail plus fin sur les zonages ou également sur les outils graphiques, pour essayer de travailler un peu plus finement sur les caisses, les hauteurs par exemple, ou les outils du végétal. Donc évidemment, c'est un travail qu'on a mené conjointement avec les élus, les techniciens, les personnes publiques associées, les architectes des bâtiments de France, peut-être un peu moins quand même à signaler avec les associations et les habitants, faute de temps. Et juste pour finir, évoquer l'une des peut-être plus grandes difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est la résistance à cette notion de patrimoine ordinaire, et notamment la question du patrimoine industriel. On voit assez rapidement la nécessité de pédagogie et d'acculturation commune, qui est un travail assez long et aléatoire. On a tendance à faire beaucoup d'allers-retours face à peut-être un peu de peur, de méconnaissance, voire de méfiance quant à ces outils, quant à ce patrimoine très ordinaire. Et on voit comme il est primordial de toujours pouvoir se rattacher à la question des valeurs comme étant notre héritage, notre socle commun, mais aussi à la question des identités, qui fait toujours force commune, qui nous rappelle notre héritage, avec cet objectif général de mener à bien un projet de développement qui est ambitieux, mais qui se fera avec la qualité. Bon, merci. J'ai failli vous interrompre, mais tout était passionnant dans ce que vous racontiez. Un bel exemple. Alors, il va y en avoir des lettres après le PLU, PLUH, PLUI. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est un outil important. Je pense que tout à l'heure, M. Guillard pourra en particulier nous en parler. Mais je vais très rapidement passer la parole à M. Etienne pour commencer. En dressant déjà très rapidement le cadre, hein, on l'a senti tout à l'heure au travers de plusieurs interventions, les temps ont changé. On ne reçoit pas les outils de l'État aujourd'hui comme il y a même 10, 15, 20 ans. Corinne Langlois l'a très bien rappelé pour démarrer la matinée. Voilà, l'État a joué un rôle particulier dans la protection des patrimoines tout au long du XXe siècle. Mais aujourd'hui, la décentralisation bat son plein, la recomposition territoriale est en pleine action. Parallèlement avec, il faut quand même en parler de temps en temps, une baisse des moyens budgétaires à la fois au sein des services de l'État, au sein de l'État, mais aussi au sein des collectivités. La mule est fortement chargée. Voilà, alors quand on parle de portage politique, on parle aussi d'outils, puisque la place du PLU par rapport à des outils patrimoniaux dédiés, elle questionne aussi le portage politique, l'un n'excluant pas l'autre. Alors je m'adresse à un premier représentant de l'État, voilà, plutôt sur le patrimoine culturel bien sûr, avant de parler aussi d'autres patrimoines. Quel doit être le rôle de l'État aujourd'hui dans le portage politique en matière donc d'intégration du patrimoine dans les dynamiques territoriales? Monsieur Etienne. Merci. Je voudrais peut-être d'abord vous signaler que cette question fondamentale que vous posez, celle du portage politique et des outils pour un projet de patrimoine territorial, sont au cœur des débats qui ont animé tout le projet de loi patrimoine, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pour reprendre son intitulé complet. Ils ont été aussi au cœur des débats de la loi Allure, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature le dira peut-être, des débats aussi sur la loi biodiversité. La question de la place de l'État, de la décentralisation ou pas de ces outils a été aussi un sujet central au Sénat, à l'Assemblée nationale. Françoise Gatel, évidemment, l'a noté. La question aussi du niveau de responsabilité des collectivités territoriales par rapport à l'État a été aussi un sujet très débattu, et ce qui, moi, m'a frappé, c'était peut-être d'ailleurs même une forme de surprise, c'est que le rôle de l'État a été rappelé, affirmé comme étant une nécessité absolue, et peut-être que les
mesures qui n'étaient pas forcément au cœur du dispositif de ce projet de loi, mais en tout cas les quelques mesures qui allaient plutôt dans le sens d'un transfert, j'ose même pas prononcer le mot, de décentralisation de compétences, ont été assez mal accueillies ou mal comprises par un certain nombre d'acteurs du patrimoine. Le Sénat, l'Assemblée nationale, ont plutôt eu tendance à réaffirmer le rôle de l'État et à mettre un bémol, en tout cas en ce qui concerne les mesures qui avaient tendance à renforcer le pouvoir des collectivités territoriales. Donc ça, c'est un point qu'il faut noter. Donc ce débat a plutôt été un débat qui a consisté à réaffirmer le rôle de l'État, quitte à exprimer parfois quelques nuances sur le bien fondé du transfert de certaines compétences aux collectivités territoriales, en tout cas en matière de patrimoine. Ça, c'est le premier élément. J'en profite pour signaler d'ailleurs que le débat se poursuit, puisque la semaine prochaine, ce projet de loi sera examiné en commission et il sera examiné en 3 semaines en séance publique au Sénat en 2e lecture. Donc cette loi devrait être a priori approuvée, promulguée dans le courant de l'été. Ça, c'était pour un point d'actualité. Alors après, si on revient de manière un peu plus précise à la question des outils, parce qu'évidemment, en fonction des outils, le niveau de responsabilité respectif de l'État ou des collectivités territoriales, voire des acteurs de la société civile, comme on dit, je pense notamment aux associations, dont le rôle aussi a été rappelé à l'occasion de ce débat, ce rôle, il varie. Il varie en fonction des outils, mais il varie aussi en fonction de l'importance, de la valeur que l'on donne collectivement au patrimoine. Alors cette valeur, évidemment, elle peut être discutée, elle peut être contestée. Enfin, force est de constater que plus un patrimoine est considéré comme important, enfin, j'emploie ce terme un peu, qui n'est peut-être pas le bon, mais enfin, en tout cas qui est susceptible de résumer un peu mon propos, plus le patrimoine est considéré comme important ou ayant une valeur, plus le rôle de l'État est lui-même important. Je crois que ça, c'est quand même une règle assez simple que l'on peut noter et rappeler. Et a fortiori, quand par exemple un patrimoine relève du patrimoine mondial, lorsqu'un élément de patrimoine est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, le rôle de l'État est central. C'est-à-dire l'État, l'UNESCO le rappelle, qui est garant de la préservation de ce bien, même si les collectivités territoriales, les acteurs locaux ont un rôle essentiel. Enfin, c'est l'État qui est garant de la conservation. Ce rôle est central. Après, sur du patrimoine que l'on qualifie soit d'ordinaire ou de patrimoine du quotidien, on parle aussi de paysage du quotidien dans la biodiversité. Là, pour le coup, le rôle des collectivités territoriales est primordial et il est même très clairement plus important, je crois, que le rôle de l'État, et notamment dans le cas de la définition des plans locaux d'urbanisme. On en a eu un exemple juste avant. Entre ces deux extrémités, si je puis dire, le patrimoine du quotidien et le patrimoine mondial, il y a toute une série de patrimoines intermédiaires, d'outils intermédiaires que je pourrais répartir en 3 grandes catégories d'outils. En tout cas, pour ce qui concerne le patrimoine territorial, je mets de côté le patrimoine immatériel, qui est un autre sujet, je crois, dont on parlera peut-être moins aujourd'hui. Mais pour le patrimoine territorial, j'identifierai 3 grandes familles d'outils. Premièrement, les outils de planification, au sens large, les plans, en général, ils portent souvent le terme de plan, le terme est assez clair, qui est un premier outil. Deuxième type d'outil que je souhaite quand même rappeler, je dirais tout simplement les services ou les agences des collectivités territoriales, de l'État, et notamment les services déconcentrés de l'État, qui ont un rôle essentiel pour l'application et la gestion de ces plans. C'est très bien d'avoir un outil écrit qui fixe le projet de territoire, le projet patrimonial sur un territoire, mais encore faut-il ensuite l'appliquer. On a parfois tendance à penser follement, pardon de ce terme, mais qu'en gros, une fois qu'on a fait le plan, l'application relève quasiment de l'automaticité, qu'on n'a pas besoin d'ABF, par exemple, pour appliquer les règlements des PSMV ou des ZPAPUP, ou qu'on n'a pas besoin de services d'urbanisme, que ce soit dans de l'État ou dans les collectivités territoriales performants. Non, évidemment, l'existence de ces services et surtout leur qualité, leur niveau d'expertise est essentiel pour la préservation, la valorisation du patrimoine et du territoire. Puis le troisième type d'outils qui a déjà été largement évoqué, ce sont tous les outils que je pourrais qualifier d'outils de médiation ou de transmission,
On a rappelé le rôle des habitants, des citoyens qui est essentiel. On a rappelé, et c'est un des outils de médiation, l'importance des labels, les petites cités de caractère, qui sont évidemment un outil formidable. Les villes et pays d'art et d'histoire, j'insisterai peut-être pas trop sur cette famille d'outils que les élus ont déjà abordé et qu'ils connaissent très bien. Mais enfin, c'est essentiel d'associer les habitants à l'usage du patrimoine. Sinon, je ne crois pas que le patrimoine perde de son intérêt. Je crois qu'un patrimoine désaffecté peut avoir tout son intérêt. Mais en tout cas, il perd de son potentiel et il est sans doute potentiellement menacé. Alors je reviens peut-être juste au premier outil, et j'en terminerai là, sauf s'il y a des questions derrière, qui est la question des plans. Alors ces plans, ces outils de planification, ils ont évidemment été au cœur du projet de loi Allure, des débats sur la loi Allure, ils ont été aussi au cœur des débats sur la loi Patrimoine. Je les rappelle, deux familles de plans. Les plans d'urbanisme, le PLU évidemment, le plan de sauvegarde et de mise en valeur issu de la loi Malraux, mais aussi les plans dont le statut est un petit peu plus hybride, mais qui accompagnent aujourd'hui les ZPPUP et les AVAP, pardon de ces acronymes, je ne les détaille pas, mais vous les connaissez, et qui demain, avec la loi Patrimoine, s'appellerait le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Son intitulé est assez explicite, mais en gros, pour le dire clairement, ce sont des outils de planification qui permettent de fixer les règles à l'avenir et d'avoir des règles partagées, discutées en amont, mais ensuite, en principe, partagées par l'ensemble des acteurs. Et puis, il y a évidemment le plan de gestion UNESCO, qui a été déjà cité, qui aussi est, d'une certaine manière, maintenant un outil de planification et qui va prendre toute son importance avec la loi Patrimoine, puisque la loi Patrimoine va rendre ces plans de gestion, d'une certaine manière, indirectement opérationnel, plus exactement, puisque les différents acteurs publics devront prendre en considération ces plans de gestion UNESCO lorsqu'ils établiront des projets de territoire et notamment des documents d'urbanisme. Donc voilà un petit peu pour ces différents outils. Ils vont être profondément, l'ont été déjà, mais ils vont l'être encore davantage dans le cadre de la loi Patrimoine. On n'aura pas le temps aujourd'hui de faire un exposé sur le contenu de cette loi, mais je crois que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà bien dans le sens des évolutions qui sont proposées. Peut-être un mot de conclusion sur la deuxième famille d'outils et qui concerne la question des services et des experts. Je crois qu'il est très important d'affirmer à nouveau, et surtout ici à l'école de Chaillot, enfin en tout cas à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, la nécessité d'avoir dans les services déconcentrés de l'État, mais également dans les services des collectivités territoriales, quels que soient ces services, que ce soit des agences, des missions, on a parlé de la mission Val-de-Loire, mais il est extrêmement important d'avoir au sein de ces services des architectes, des ingénieurs, des techniciens, des conservateurs qualifiés dans le domaine de l'urbanisme évidemment, mais aussi dans le domaine du patrimoine. Vous savez qu'on n'a pas de corps, par exemple, d'architectes des collectivités territoriales, à l'exception du corps des architectes, vous voyez, de la ville de Paris. C'est un vrai sujet. Je crois que si on veut aller dans le sens d'un meilleur partage, d'un meilleur dialogue entre l'État et les collectivités territoriales sur ces sujets de patrimoine territorial, l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que les services des collectivités territoriales, et pas seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans les territoires ruraux, puissent être dotés de professionnels du patrimoine, de l'urbanisme, de l'architecture, qui sont en mesure vraiment d'éclairer les choix des acteurs locaux et aussi de favoriser le dialogue avec les services de l'État. Merci Monsieur Etienne. Donc, je n'avais pas rappelé vos fonctions, mais elles s'affichaient au-dessus de votre tête, hein, donc vous m'excuserez quand même. Alors, ce que vous dites doit interpeller l'élu qui est à votre droite. Donc, Madame Legnaud, qui est déjà intervenue tout à l'heure, donc élue à la ville de Toulouse et sur le pôle métropolitain, donc Toulouse Métropole. Voilà, je vous pose la même question, hein, et vous pouvez aussi à la fois, bien sûr, réagir aux propos de Monsieur Etienne. Je vous laisse la parole. Oui, c'est-à-dire qu'à Toulouse, nous partons de très loin. Toulouse, tout le monde connaît pour le rayonnement de la ville en termes d'activité économique, d'aérospatiale, d'aéronautique, de tout ce qui peut aller autour de l'intelligence, mais peu de gens savent que Toulouse est riche de patrimoine également. Enfin, les experts sans doute, mais parfois les Toulousains l'oublient. Donc, et Toulouse dispose de... Alors, c'est un chiffre, hein, mais il y a plus que ça. 250 monuments historiques, protégés, d'une cinquantaine d'inscrits, et la ville de Toulouse elle-même en possède 50. Donc, et pourtant, le patrimoine n'a jamais été un sujet à Toulouse. Quand je dis un sujet à Toulouse, sans doute dans les services, mais pour les élus, c'est un fait, c'est regrettable, mais le patrimoine n'a jamais été un vrai sujet. Dans les années 80,
les élus de l'époque se sont émus de la destruction d'un quartier du centre-ville et ont lancé le secteur sauvegardé du centre de Toulouse. Ce secteur sauvegardé n'a pas abouti. Donc en fait, tout le monde est bien conscient que le patrimoine toulousain est riche, que la notion de patrimoine à Toulouse est importante, et pourtant, ça n'a pas abouti. Alors, je ne pourrais pas dire pour quelle raison, c'est un fait. Donc, par contre, en 2014, lorsque nous nous sommes présentés, j'ai accompagné celui qui est devenu le maire de Toulouse et président de la communauté, de Toulouse Métropole, qui lui avait le patrimoine, qui pour lui le patrimoine était quelque chose d'excessivement important, et a inscrit le patrimoine est devenu le socle du projet politique. Donc, à l'inverse, vraiment, le patrimoine est devenu essentiel dans notre projet politique. Alors, le patrimoine dans toutes ses dimensions, que ce soit le patrimoine historique, monumental, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou le patrimoine naturel avec la Garonne, ou le patrimoine immatériel, le patrimoine est devenu un élément de notre projet urbain. Alors, avec bien sûr la relance d'un secteur sauvegardé, c'était la moindre des choses, un souhait d'être labellisé ville d'art et d'histoire. Et quand je dis tout ça, les espèces sonnantes et trébuchantes tombent parce que beaucoup de villes ont déjà avancé. Nous en sommes finalement, nous redémarrons. Donc, un plan d'amélioration et de valorisation de l'espace public dans le centre-ville important, une reconquête des berges de la Garonne, des ports historiques sur la Garonne, donc un certain nombre, le ravalement des façades, un certain nombre d'actions pour mettre en valeur ce patrimoine, mais pour le mettre en valeur, pour faire rayonner Toulouse bien sûr, mais pour faire en sorte que les Toulousains se réapproprient cette notion, cette ville et le patrimoine. Et puis, donc cette notion de patrimoine correspondait à une ambition. Cette ambition, elle s'est traduite par la suite en une volonté, un souhait du maire de Toulouse d'inscrire Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une ambition, c'était en quelque sorte définir une sorte d'obligation de qualité sur tout ce que nous faisions dans la ville. Mais au-delà de cette ambition qui a animé notre souhait de mettre le patrimoine au cœur du projet urbain, il y a également l'écoute des Toulousains pendant 6 années nous étions dans l'opposition, donc 6 années durant lesquelles nous avons écouté les réactions des Toulousains au développement de Toulouse, qui n'est pas nouveau. Toulouse se développe depuis 20 à 30 ans et tous les ans, nous devons accueillir à peu près 4000 habitants supplémentaires. Donc Toulouse bénéficie d'une telle attractivité qu'il y a une création d'emplois, donc des nouveaux Toulousains qui arrivent, certains repartent, mais le bilan, c'est 4000 environ sur Toulouse et à peu près 8 à 9 000 sur la métropole quand même. Donc c'est important, donc il faut les loger dans de bonnes conditions, donc il faut construire. À cela a été rajoutée par notre prédécesseur une volonté absolue qui correspondait à son projet, de développer le logement social. Qui dit faire beaucoup de social, c'est aussi faire beaucoup de logements tout court. Donc énormément de constructions. Et comment se sont faites les constructions? Toulouse s'est développée, c'est un bien, c'est un mal, mais c'est un fait, c'est ainsi. Toulouse s'est développée à plat, parce qu'il y avait du terrain, si bien que maintenant, pour développer Toulouse, il faut détruire. Donc, les Toulousains ont observé dans leur quartier les maisons qui se détruisaient, qui étaient remplacées par des immeubles. Des immeubles, je ne vous cache pas, d'une banalité affligeante, donc une banalisation de ces quartiers, et les habitants ont réagi fortement parce que pour eux, ces quartiers dans lesquels ils vivaient étaient leur patrimoine. C'était ça le patrimoine toulousain et c'était l'identité toulousaine. Donc on a écouté, on a entendu ces Toulousains qui réagissaient et on a formulé dans notre jargon, un projet. Alors le projet patrimonial traditionnel avec le secteur sauvegardé, tout ce que l'on pouvait dire, ça c'était concret. Mais pour le reste, on a dit, écoutez, on a tout entendu. Nous sommes favorables à une densité modérée. La jeune femme qui parlait de Lyon tout à l'heure l'a évoqué. Une densité modérée, c'est-à-dire une densité adaptée, une forte densité à proximité des transports en commun, mais une densité finalement acceptée. C'était la densité aimable.
raisonnable, la densité modérée. Une densité modérée, une préservation des quartiers pavillonnaires et surtout la préservation de l'identité toulousaine. Une fois qu'on a écrit ça, chacun a pris, tout le monde était d'accord avec ce slogan, si je peux dire, ou ce message, sauf que chacun l'a interprété comme il l'entendait. Donc pour les uns, ça veut dire on ne construit plus, pour d'autres, il n'y a plus de densité du tout. Donc, et petit à petit, on se retrouve face à une population qui est toujours aussi réactive à tout projet que l'on peut produire. Et c'est ça, ce patrimoine dont je parlais, ce patrimoine peut-être immatériel, qui est le bien-être toulousain, l'art de vivre à Toulouse, l'identité toulousaine. Donc, alors, comment on traduit ça en termes de planification ? Donc comment on le traduit même en termes de projet urbain, parce que dire ces 3 mots que je viens d'évoquer, ça ne suffit pas. Donc on a lancé une étude sur l'ensemble du territoire toulousain, et ça aussi c'est une première, parce qu'à Toulouse, des études aussi lourdes à l'échelle de la ville, ça n'avait jamais été fait. Donc une étude, nous avons divisé diviser la ville en 5 secteurs. Chaque secteur fait l'objet d'un suivi par des urbanistes qui vont faire l'analyse de ces secteurs. Les urbanistes vont travailler ensemble pour produire ce projet urbain et on fait territorialiser ce message que nous avons souhaité faire passer aux Toulousains, le territorialiser et surtout le faire partager à tous, parce que le faire partager aux Toulousains, à tous les élus, parce qu'on n'est pas tous d'accord. Moi, j'ai en charge l'urbanisme, mais sur le territoire, il y a des maires de quartier. Et les maires de quartier, ils sont à l'écoute des habitants qui ne veulent rien. Et donc, ils sont quelquefois en opposition avec le projet que nous pourrions développer. Donc, voilà la démarche que nous avons lancée. Et ces études d'urbanisme que l'on a lancées pour traduire en fait sur le terrain notre projet urbain, en définissant les zones de tension, comme ça a été évoqué, en définissant les secteurs qui finalement sont perdus, ont tellement été... il y a une telle recomposition urbaine qu'il faut les accompagner pour terminer cette recomposition urbaine. Et puis d'autres secteurs sur lesquels il ne faut surtout pas toucher, parce que ce sont des secteurs qui, même s'ils n'ont pas une valeur patrimoniale, historique, ils font partie du patrimoine des habitants. Donc il faut les protéger. Donc à l'issue de ce travail, on va l'intégrer dans le PADD, puisqu'on travaille à l'échelle métropolitaine. Et lorsque nous avons travaillé déjà avec les 37 communes de la métropole toulousaine, et nous avons partagé un certain nombre de valeurs communes. Alors l'agence d'urbanisme nous accompagne d'ailleurs fortement sur ce travail. Nous avons travaillé avec l'ensemble des élus pour partager certaines valeurs communes que l'on va intégrer dans ce PADD. Et parmi ces valeurs communes, il y a aussi le patrimoine. Si bien que sur la totalité de la métropole, le patrimoine, nous allons construire, alors d'une part, nous sommes en train de construire notre projet toulousain, enfin la traduction de notre projet toulousain pour le traduire dans les documents d'urbanisme, mais nous allons devoir le partager et élaborer un projet métropolitain, et également un projet patrimonial métropolitain. Donc, quand on accumule tout cela, on se rend compte que ça a un coût. Et puis en plus, nous avons dû, vous évoquez la présence ou non de professionnels dans les équipes municipales, il a fallu s'équiper. Donc nous avons recruté, nous avons créé même, et ça a été une petite, pas révolution, mais transformation dans les services, puisque nous avons créé une équipe dédiée au patrimoine, mais transversale, qui va depuis l'archéologie, parce que nous avons un service archéologique, un service des archives, avec des professionnels, des archivistes, pour aller jusqu'à la rénovation du patrimoine, en passant par la culture. Donc tout ça, ça a un coût. Bien sûr. Y compris l'architecte du patrimoine. Merci. Merci Madame Liot. Voilà. Bien sûr que ça a un coût. Là, on sent un volontarisme politique. Donc, à la question, je vais peut-être passer la parole à Monsieur Guillard avant. Ah non, Monsieur Brunner, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure, peut-être, non, sur le... Donc, alors, je passe la parole à Monsieur Guillard. Ça a un coût. Et peut-être que ce coût est
je mets plein de guillemets autour du mot facile à supporter pour... Non, je ne vous rends pas la parole, je suis désolé. Je dis bien peut-être. Voilà, parce que malgré tout, on est sur une ville de taille, avec une aire urbaine, mais le patrimoine, bien sûr, on en a eu des exemples tout à l'heure, ce sont aussi des patrimoines culturels et naturels dans des campagnes, ça a été rappelé par Madame Gatel, Monsieur Lagarde par exemple. Alors, le ministère de l'Environnement joue aussi un rôle important sur la question de l'identification et de la protection des patrimoines culturels et naturels. Et donc je demandais à Monsieur Guillard, je relis pas non plus ses fonctions, elles sont indiquées, quel rôle donc dans cet équilibre entre élus, collectivités territoriales et présence de l'État, donc l'État doit garder en matière d'identification, de gestion, de préservation et de valorisation des patrimoines, plutôt vu du point de vue du ministère de l'Environnement. Réponse à simple, je n'en sais rien. Effectivement, je représente le ministère, enfin, je pense que la plupart des gens dans cette salle connaissent la DGLN. Je suis à la fois ministère de l'Environnement et côté des HUP Urbanisme, donc à la fois le ministère du Logement et aussi le ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Donc, quel rôle pour l'État? Il y a un rôle d'hier, il y a un rôle d'aujourd'hui, puis il y aura un rôle de demain. Je crois que plutôt que de répondre à votre question, je vais plutôt illustrer sous forme de 2 ou 3 anecdotes. Côté environnement, c'est vrai que quand moi j'ai lu quel portage politique, pour moi, côté environnement, la réponse était simple. C'était évidemment avant tout le problème des élus, puisque les outils de classement en matière d'environnement étant plus récents, quoique les parcs naturels régionaux et nationaux, ça date quand même pas tout à fait d'hier. On peut dater ça des années 30 et au moins vieux des années 60. Enfin, c'est avant la décentralisation, c'est avant tout ça, et avant tout ça parce que l'environnement était déjà moderne, était déjà participatif, et on connaît un peu l'histoire de ces mouvements. C'est des outils qui ont tout de suite été conçus et pensés par un État très centralisateur et très centralisé, comme quand même des États de participation et de collaboration. Cela dit, je ne suis pas certain qu'ils correspondent à tous les cas, c'est évident qu'ils ne correspondent pas à tous les cas. 10 parcs naturels nationaux. En France, c'est 42 ou 47 parcs naturels régionaux. Ça fait beaucoup de surface, mais ça ne couvre pas tous les problèmes qui viennent d'être évoqués aujourd'hui, en terminant par ce patrimoine immatériel qui est simplement la qualité de vie dans un quartier à qui on annonce qu'il va quand même falloir un peu se densifier ou se revaloriser d'une façon ou d'une autre. Mais enfin, c'est pour dire que dans l'esprit de l'État aujourd'hui, très clairement, le portage politique, si c'est à qui la responsabilité, je pense que c'est très clairement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus dans la salle, c'est aux élus de porter le projet. La question de quel portage, évidemment, elle n'est pas qui, mais plutôt comment, quoi, à quel coût de transaction, dirait un économiste, à quel coût de concertation, dirait un responsable de politique publique. Néanmoins, on a cité toutes les lois modernes et récentes, il y en a oublié une, c'était la loi NOTRe, hein, donc loi Allure, loi NOTRe, loi de biodiversité et loi patrimoine. Pour répondre à la question sans y répondre et en citant 2 anecdotes dans tous les débats auxquels j'ai pu participer, groupes de travail que j'ai pu présider, un qui n'a pas un rapport direct avec la question d'aujourd'hui, le SRADET, je ne vais pas vous parler, voilà, le SRADET, hein, donc le fameux schéma régional intégrateur qui intègre lui-même des anciens schémas régionaux. J'ai eu le grand plaisir de présider un groupe de travail dans lequel il y avait à la fois les RF, les ONG et quelques personnes, disons, plus neutres et peut-être moins motivées par le sujet, où j'ai clairement entendu les ONG dire il n'est pas question que la trame verte et bleue, le SRCE, pour ceux qui connaissent, aille aux élus, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc ça, c'est un débat qui était encore ouvert et qui est encore vif dans le patrimoine national, en tout cas dans la réflexion de certaines ONG, et pas des moindres. Hein. Je ne pense pas que je dénonce quiconque en disant ça, puisque le groupe de travail était ouvert, il y a eu un groupe, il y a eu une... Voilà. Donc c'est quand même des débats encore très, très vifs dans la société française, et quand vous me posez la question à qui le rôle, quand je dis que j'en sais rien, j'ai un avis très évident, qui est que la décentralisation est un mouvement qu'on n'arrêtera pas, mais qui peut avoir des sursauts, des arrêts et des relances. Hein. J'ai entendu ça, et puis il y a un autre débat dans la loi NOTRe, c'est pour ça que je me suis permis de la rajouter, qui a eu lieu aussi, qui était peut-être un rêve de techno, pardonnez-moi, qui était le transfert de la compétence urbanisme aux intercommunalités. Vous savez tous ce que ça en est devenu. Voilà, donc c'est un sujet qui est encore ouvert, qui est encore saignant, je dirais, en tout cas du point de vue de ceux qui portaient le projet de loi, c'est-à-dire en particulier mon administration, mais
beaucoup en tout cas le gouvernement lui-même. Donc ce sujet de la commune et l'intercommunal, de la taille critique, de la vision au bassin de vie ou au bassin d'emploi, ou appelez-le comme vous voulez, est aussi un sujet ouvert. Et toujours pareil, je pense qu'il va toujours, c'est un phénomène à cliquet, il ira forcément dans un certain sens. À quelle échéance et à quel rythme, je n'en sais rien. Je terminerai comme ça. Voilà. Ensuite, je peux vous parler de bien d'autres choses, mais je voulais juste vous rappeler quand même que la loi Allure, et vous le savez tous, c'est pas vous, je vous le rappelle pas, a redéfini le règlement du plus. J'ai été fort surpris, et donc je vais avouer peut-être, parce qu'un défaut, mais peut-être les deux défauts du ministère de la Culture et du ministère que je représente. Le ministère de la Culture, c'est un ministère trop centralisateur qui définit des protections trop fortes et qui n'interpellait pas assez les élus. Et puis mon ministère, c'était des outils de planification, certes fort sympathiques, mais trop évolutifs, auxquels on ne peut pas faire assez confiance et peut-être trop participatifs. Voilà. Alors on peut dire que l'État, du coup, était mauvais dans l'un deux cas. On peut aussi dire qu'en réunissant les deux, l'État était toujours un peu dans la juste moyenne. La vérité, c'est que les outils se rapprochent. Les outils de préservation des patrimoines importants ou des patrimoines majeurs vont vers une plus forte, évidemment, implication des élus et des populations. C'est une évidence absolue, c'est même pas la peine de le dire. Et les outils de planification vont vers une plus forte intégration et une plus forte prise en compte de l'ensemble des enjeux. Et donc tout ça pour dire que le nouveau règlement du plus, qui n'avait pas évolué, qui n'avait pas été écrit depuis 50 ans en fait. Il avait été rapiécé de pièce en pièce, je pense que vous le savez mieux que moi d'ailleurs, parce que vous le pratiquez sûrement plus que moi au quotidien. Mais on a fait l'effort de réécrire le règlement du plus, et du coup maintenant le plus dit tout. Enfin, normalement il est capable de tout transcrire, du coup on rajoute une lettre à plus, bien souvent il y a les plus H, les plus I, il y a des plus P, il y a des plus patrimoine. Il faudra même faire deux lettres, le plus IP pour intercommunal et patrimonial. Voilà, IPH, enfin, alors là, ça devient quasiment, là, c'est du langage d'architecte. Voilà, mais on peut, voilà, donc les plus auront une dominante. Ils auront une couleur, ils auront une saveur, et puis ils auront des mineurs, j'imagine. Hein. Mais en tout cas, le nouveau règlement du plus, il a maintenant le règlement s'écrit en 3 chapitres que vous devez connaître par cœur. Sinon, je vous transmettrai les documents de communication de la loi Allure, 3 chapitres qui tiennent compte de tous les enjeux, y compris les enjeux les plus modernes, en termes de réseau numérique, en termes de protection du patrimoine et en termes de protection des milieux naturels et des enjeux de la loi SRU, mixité sociale et ainsi de suite. Donc le plus dit tout, il est capable de tout faire. La vraie question, évidemment, vous avez été ce matin, c'est quels sont nos majeurs, quels sont nos mineurs et quel est notre espace d'intervention en vous priant encore, en vous remerciant de bien vouloir y associer l'État pour le temps que ça durera. Alors, je pense qu'on va avoir, pour terminer cette table ronde, justement une illustration à Marseille, dont justement cette espèce de Rolls-Royce de la planification urbaine qui est devenu le PLU. Je ne sais pas si à Marseille, Rolls-Royce vous roulez Rolls à Marseille, pas dans les quartiers nord en tout cas. Voilà. Bon, sauf que j'ai juste envie de... Voilà. Mais même si on a une Porsche ou une Rolls-Royce, on peut rouler à 20 km/h. C'est bien le problème du PLU, c'est que tout dépend du portage politique justement par la collectivité, de la sensibilité même des élus. En général, quand il n'y a pas d'élus fortement concernés par l'enjeu patrimonial, il n'y a pas de portage local, même si les techniciens font ce qu'ils peuvent pour accompagner leurs élus. Voilà, donc Monsieur Brunner, donc, en tant que directeur de l'agence d'urbanisme, comment la ville de Marseille s'est-elle appropriée à la fois ces outils de l'État, imposés par l'État ou négociés avec l'État, et puis ses propres outils. Merci. Je voudrais d'abord excuser Laure Agnès Karadec, qui était prévue à cette table ronde. Et donc Laure Agnès Karadec, présidente de l'agence, préside en ce moment même une réunion sur la métropole Aix-Marseille-Provence, donc un grand défi d'aménagement du territoire provençal. Et nous, à l'agence d'urbanisme, on est persuadés qu'au-delà de la réussite des politiques structurantes sur l'économie, le développement, l'habitat, les transports, bien entendu, le succès d'Aix-Marseille-Provence, dans 92 communes, près de 2 millions d'habitants, sera en particulier lié donc à la prise en compte des enjeux, des espaces naturels, du patrimoine, puisqu'on a effectivement cette richesse sur Aix-Marseille-Provence, d'avoir effectivement cette vision générique qu'on a décrite ce matin, avec du patrimoine bâti de grande qualité,
du patrimoine identitaire très très fort, du patrimoine naturel extraordinaire. On a ce qu'on appelle nous des objets mondes. C'est que effectivement le mot Provence par exemple, c'est un des mots qui est le plus au niveau des moteurs de recherche. C'est un des mots au monde qui est le plus demandé donc au niveau des moteurs de recherche. On a bien sûr la Sainte-Victoire qui est un grand site. On a les Calanques qui sont un parc national, la Camargue. Donc on a effectivement des objets mondes qui sont très très importants. Et donc à l'échelle de la métropole, ces considérations seront pour nous, agence d'urbanisme, au cœur du succès de cette formidable entreprise de réorganisation territoriale qui est extraordinaire, c'est une grosse aventure humaine et à laquelle à l'agence on est très très content de contribuer. Sur Marseille, quand on présente Marseille, on dit souvent c'est une ville des contrastes et des paradoxes, Marseille. Et c'est vrai que dans le domaine du patrimoine, c'est un exemple. Marseille, comme vous le savez, c'est une très vieille ville, la plus vieille ville de France, donc 2600 ans. Et en fait, le patrimoine n'était pas un peu comme à Toulouse. Je pensais qu'à Toulouse, c'était plus pris en compte quand même. À Marseille, effectivement, c'était pas non plus le sujet numéro un. Je pense que c'est lié à des soubresauts économiques, des graves crises économiques sur le port, la réparation navale, des graves crises sociales, des graves crises démographiques. Lorsqu'une ville comme Marseille doit intégrer 300 000 habitants qui viennent de l'Afrique du Nord, donc avec la décolonisation en 62, vous vous dites peut-être qu'à ce moment-là, la question du patrimoine elle est peut-être un peu secondaire par rapport à la façon dont je loge 300 000 personnes. Non, la ville de Marseille passe de 600 000 à 900 000 habitants en 5 ans. C'est un phénomène qu'aucune ville en France, même au monde, je pense, n'a connu une telle évolution urbaine. Donc c'est vrai que la partie patrimoniale, on peut se dire peut-être que on le fera après quand on aura stabilisé, on dirait les fondamentaux. Alors, depuis 20 ans, effectivement, les choses ont bien changé et la prise en compte du patrimoine est vraiment au cœur des préoccupations. Et on peut dire que Marseille, capitale de la culture en 2013, a été, on va dire, à la fois un révélateur et un accélérateur de prise de conscience des enjeux patrimoniaux. Alors on a mobilisé les outils, puisque c'est le thème de la table ronde. Le PLU, donc Christophe Trinquier, qui est ici, vous présentera l'après-midi un peu tout ce qui a été fait sur le PLU. Et maintenant, on est en train de le faire sur le PLUI intercommunal. Effectivement, c'est plus près de 1500 fiches de description du patrimoine, c'est des prescriptions données aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, c'est des descriptions pas uniquement des bâtiments, mais aussi des ambiances urbaines, la prise en compte des enjeux de topographie, comme les quartiers en balcon. Donc on a vraiment diversifié, et Christophe vous l'expliquera après-midi, on a vraiment diversifié l'approche patrimoniale qui jusqu'à présent était limitée à l'approche des bâtiments. Et nous, à Marseille, on a que, je crois, 80 immeubles classés ou inscrits. Donc oui, c'est assez peu par rapport à une ville de 24 000 hectares et près de, grosso modo, 900 000 habitants. C'est sûrement lié un peu à l'histoire que j'évoquais tout à l'heure et au statut de port. Dans un port, c'est une ville qui se construit, qui se détruit. On dit à l'agence que Marseille, c'est un peu un palimpseste urbain. C'est-à-dire, en fait, on gratte, on reconstruit, on détruit, on reconstruit. C'est un peu ça, Marseille. Donc, il y a une prise de conscience importante avec le PLU et maintenant l'élargissement au PLU. Deuxième outil mobilisé, donc la VAP. Jusqu'à présent, en Marseille, on avait 4 ZPPAUP, vraiment bien orientés sur le contenant, l'enveloppe patrimoniale, technique du bâtiment, architecturale, pas du tout sur le contenu. Et donc, on a souhaité effectivement avoir une approche transversale à travers la mise en place d'une AVAP qui va faire donc 500 hectares, donc qui va couvrir l'essentiel de l'hypercentre-ville de Marseille, avec cette volonté justement de dire que l'enjeu du patrimoine urbain de demain, c'est pouvoir créer des logements pour accueillir des grandes familles. Est-ce que le patrimoine et la façon dont on imagine le patrimoine avant autorise cette modularité des logements pour accueillir des grandes familles? On veut maintenir une économie tertiaire très puissante dans le centre-ville. Comment on fait pour dire aux professions libérales, venez dans le centre-ville, alors qu'avec la réglementation sur les normes PMR, par exemple, on se rend compte que de plus en plus de professions libérales ont tendance à quitter le centre-ville. Or, en fait, ceux qui travaillent, ils font vivre le centre-ville. Et pareil sur les commerces. Et c'est bien beau d'édicter des normes sur l'enveloppe du bâti, mais il faut aussi qu'un commerçant, qu'on crée pour ce commerçant les conditions de s'installer dans un rez-de-chaussée commercial. Donc pour nous, la VAP, c'est beaucoup plus stratégique que les ZPPAUP, qui restaient trop, on va dire, patrimoniales au sens enveloppe du terme. Et là, l'enjeu, c'est bien effectivement d'avoir cette approche multithématique. Et j'ai pas cité, c'est une erreur, bien entendu, l'adaptation à la transition énergétique.
Nous, on a à peu près considéré qu'il y avait 50 000 bâtiments qu'il fallait donc rénover très très lourdement. Comment on fait de la rénovation énergétique en hyper-centre-ville en tenant compte des contraintes réglementaires, de telle et telle réglementation. Donc ça, c'est effectivement l'outil. La vision, c'est là aussi, je pense que c'est Marseille-Provence 2013 qui a révélé cette vision. C'est de se dire, effectivement, le centre-ville doit être un centre-ville dynamique. Le centre-ville de Marseille, c'est 130 000 emplois. Il y a 130 000 emplois. C'est le premier pôle économique de la métropole. Et on doit effectivement lui affecter des fonctions patrimoniales, universitaires, commerciales, travailler beaucoup sur les espaces publics. Donc la VAP, elle est au service d'un projet de territoire multidimensionnel. Et donc c'est quelque chose à laquelle on est très très attaché. Et le dernier point, pour ne pas être trop long, c'est effectivement la question des process. La prise en compte pour nous du patrimoine, c'est une interpellation méthodologique, à la fois en interne. Quand je dis en interne, c'est les services, l'agence, les élus, de la formation, les fameuses fiches que j'évoquais tout à l'heure, qui servent aux instructeurs de permis de construire de mieux comprendre. Quand ils ont à délivrer un permis de construire, enfin à faire l'instruction, et après le maire délivre ou délivre pas, mais lorsqu'un technicien de l'urbanisme fait une instruction, si on lui donne pas un peu un guide méthodologique sur la façon de percevoir les enjeux du patrimoine, on peut parfois faire des erreurs. Alors non pas du patrimoine, on va dire emblématique, mais du patrimoine ordinaire dont nous on considère qu'il est aussi important que le patrimoine emblématique. Donc il y a un vrai enjeu de process d'acculturation interne dans les services, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, avec effectivement l'ABF bien entendu. Et on a élargi la commission d'urbanisme à l'ABF, à des architectes conseils, à l'agence d'urbanisme. Et donc effectivement la commission d'urbanisme est vraiment un lieu de débat. Et l'agence d'urbanisme joue un rôle un peu d'interface, puisque à travers l'examen des permis de construire, elle va se rendre compte que la façon dont on a formulé une règle à l'amont, elle s'avère pertinente ou peut-être pas toujours pertinente. On voit effectivement des effets pervers de réglementation d'urbanisme, et notre présence à la commission d'urbanisme permet de mesurer un peu parfois cet écart, et bien sûr d'essayer d'apporter des correctifs dans le cadre de modification des documents d'urbanisme. Voilà très rapidement résumé ce qu'on essaie de faire. Merci Monsieur Brunner, parce effectivement. Alors, merci beaucoup. Je pense que, puisque vous n'avez pas saisi votre chance de poser une question entre les deux tables rondes, on va vous priver de la possibilité d'en poser maintenant. Mais, par contre, cet après-midi, il y a des temps d'échange avec la salle. Alors, peut-être que tous nos intervenants ne seront pas présents. Je pense à Monsieur Etienne, par exemple. Je ne sais pas pour les autres. L'avantage, c'est que ceux qui viennent du Sud sont peut-être là pour la journée, quand même. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aussi applaudir nos intervenants, voilà, de cette deuxième table ronde.